UGIC CGT, le podcast, Clément Olivier. L'IA, je cite, va révolutionner le monde. Elle va révolutionner nos manières de travailler jusqu'à notre vie la plus quotidienne. L'expression est de Gabriel Attal au moment où le Premier ministre présentait, le 23 avril dernier, sa feuille de route de transformation publique, avec notamment une IA qualifiée de 100% souveraine, qui s'appelle Albert pour, je cite encore, révolutionner nos services publics. Une expression intéressante dans la mesure où c'est l'IA qui est grammaticalement le sujet de la phrase du pensionnaire de Matignon. L'IA et pas les humains qui l'ont conçue, ni ceux qui vont la déployer ou ceux qui vont s'en servir. Une formulation qui nous dit sans doute quelque chose d'une vision de cette technologie et de l'engouement exalté qu'elle provoque chez les uns, en même temps que l'inquiétude, parfois panique, qu'elle suscite chez d'autres. Peut-on vraiment dire que l'IA va prendre la place de personnes humaines alors qu'elle n'a ni conscience ni existence propre? Quelle spécificité de ces IA dites génératives? Quelle particularité sur les professions qualifiées et sur la transformation de l'organisation du travail? Et puis quelle régulation déjà écrite ou à inventer? Vous écoutez IA, quel avenir pour le travail qualifié? Une journée d'études à podcaster, produite par l'UGIC CGT et enregistrée en public à Montreuil. Épisode 1, au secours, mon collègue est un algorithme. Avec nous pour cette première table ronde, Mathieu Trubert, bonjour. Bonjour. Ingénieur, copilote du collectif Télétravail et Numérique de l'UGIC CGT. Naïla Glaise, bonjour. Bonjour. Présidente d'Eurocadre, Fédération européenne de syndicats de cadres, et membre de la CGT du cabinet de conseil Accenture. À vos côtés, Laetitia Gnodot, bonjour. Bonjour. Directrice générale adjointe de l'APEC, l'Association pour l'emploi des cadres. Et Nathalie Grinan, bonjour. Bonjour. Économiste, professeur au CNAM, le Conservatoire national des arts et métiers, et directrice de recherche au Centre d'études de l'emploi et du travail, le CEET. Merci à vous quatre d'être à ce micro. Peut-être qu'il faut commencer par des enjeux de définition qui ne sont que trop rarement abordés alors qu'on voit que c'est capital. Mathieu Trubert, vous signez avec Joséphine Hott dans le numéro de la revue d'options de ce printemps 2024 un papier dans lequel vous abordez ce sujet et vous commencez, en fait, vous en revenez tout simplement à l'étymologie. Est-ce que l'intelligence artificielle, elle est véritablement intelligente, Mathieu Trubert? Déjà, on n'est pas capable de définir ce qu'est l'intelligence humaine, donc a fortiori définir ce qu'est l'intelligence artificielle, c'est compliqué. Il faut se rappeler que c'est très souvent simplement la francisation de l'expression anglaise, artificial intelligence. Si on fait le parallèle avec la CIA n'a jamais été l'agence centrale d'intelligence. Donc ça fait appel, étymologiquement parlant, à la question du traitement de l'information tout simplement et de faire des choix à partir de ce traitement d'information. Alors pour le cas de la CIA, c'est intelligence au sens de renseignement. Est-ce que là, c'est exactement la même chose ? Oui, parce que de toute façon, c'est basé sur les données. Le moteur de l'IA, après les algorithmes, et notamment, on l'a vu sur le quiz précédent, la question des réseaux de neurones, c'est énormément les jeux de données qui servent à l'entraînement et qui servent aussi à l'exploitation du moteur. Est-ce que, ça c'est quand même capital, il faut dire que du coup c'est une machine, qu'elle n'a pas de conscience, qu'elle n'a pas d'existence propre. Est-ce que vous trouvez que ça c'est peut-être un peu mis de côté? On a souvent une vision peut-être un peu animiste, comme si l'IA avait une existence propre, Mathieu Trubert. Oui, on retrouve beaucoup d'expressions, IA responsable, IA de confiance, la question de l'éthique, ça fait appel à des concepts qui ne sont pas appropriés tout simplement parce que soit ça n'est pas une personne morale ni physique, soit elle n'a pas de conscience, soit aussi parce qu'on va aller sur des terrains qui sont le terrain de la morale, du bien, du mal, des bonnes mœurs, et c'est pas le sujet du tout, ça reste de la technologie. Et est-ce qu'on peut peut-être dresser un petit paysage, une typologie des différentes IA? Aujourd'hui, depuis qu'en novembre 2022, il y a eu l'apparition publique de ChatGPT, quand on dit, et puis d'autres applications depuis, mais quand on dit IA, les gens pensent IA générative. Alors qu'en fait, l'IA, on l'utilise quasiment toutes et tous au quotidien, parfois sans le savoir, mais sans que ce soit une IA générative. C'est-à-dire qu'elle ne fait pas semblant de communiquer avec vous comme un être humain. Peut-être une petite typologie là-dessus. Ouais. On est toujours pris dans un train incessant et de plus en plus rapide de verbiage et de concepts très souvent marketing parce qu'il y a un marché derrière. Aujourd'hui, la tête de gondole, c'est clairement l'IA générative. Il y a aussi clairement un aspect pratico-pratique puisqu'on peut interagir avec et on peut constater qu'on pose une question et qu'elle renvoie une réponse. Après, ça n'est pas une révolution dans la technologie qui est derrière, c'est une révolution dans l'interface avec l'humain et la façon dont elle présente les choses. L'IA, elle peut être présente de plein d'autres aspects, la reconnaissance de forme, que ce soit les caméras qui vont être testées
ce week-end et pour les JO, ou que ça soit reconnaître un visage sur une photo tout simplement. Des applications qu'on connaît toutes et tous, de quelques exemples peut-être ? Oui, typiquement tout ce qui va être gestion de l'itinéraire, en prenant en compte le trafic, en prenant en compte des statistiques sur une forme de prédictabilité de ce que peut être l'itinéraire idéal à ce moment-là. Donc là, il n'y a pas d'intelligence non plus. Derrière, théorie des graphes, c'est des maths de base. Et puis on a des jeux de données statistiques qui sont énormes et de plus en plus énormes et qu'on peut traiter. Mais si on revient aux années 80-90, on avait déjà ces systèmes qu'on disait experts et qui permettaient, par exemple, dans des chaînes de supérettes, de savoir que tel jour à telle heure, il faut à peu près tant de nombre de tel article pour servir la demande. Ça peut paraître évident de commencer comme ça, mais c'est important parce qu'il y a tout un imaginaire populaire qui est beaucoup issu, alors soit de la science-fiction, soit d'Hollywood, du cinéma. Quand on dit IA, les gens pensent tout de suite à Terminator, ils pensent à Matrix, avec des machines qui prennent conscience de leur existence et qui prennent le pouvoir. Vous dites, non, l'IA ne va pas vous remplacer. C'est quelqu'un qui décidera qu'une tâche que vous faites est automatisée. Oui, je pense que c'est important de poser ça déjà d'entrée, effectivement. Ce n'est pas l'IA qui va détruire des emplois, ce seront des décisions d'entreprise ou de services publics qui sont prises par des actionnaires ou par l'État. Et l'IA n'a pas de conscience, elle n'a pas de personnalité ni morale ni physique. Donc on est toujours sur le principe de l'automatisation, pas forcément le même que précédemment, mais on le verra sans doute plus tard. Mais ce seront de toute façon des humains qui prendront ces décisions de remplacer l'homme ou pas et de bafouer le principe de l'humain en contrôle. Naïla Glaise, cette question de la définition de ce qu'est l'IA, elle a été au cœur des discussions européennes sur le AI Act qui a été adopté fin 2023, début 2024. C'est-à-dire que si on veut réglementer quelque chose, il faut d'abord se mettre d'accord sur ce dont on parle. Oui, tout à fait. Alors, c'était un sujet de discussion pendant très longtemps et pourtant, on a l'impression que c'est la base quand même, la définition. Et au final, cet AI Act qui est l'acte européen qui a été adopté récemment au niveau européen, donc il doit s'appliquer à tous les États membres d'ici 2 ans, mais pour certains aspects d'ici 6 mois, donc c'est assez rapide. Et la définition qui a été adoptée après plusieurs discussions, c'est la définition qui est de l'OCDE, et notamment qui dit qu'un système d'IA, c'est un système qui est basé sur une machine, qui est conçu pour fonctionner avec différents niveaux d'autonomie et qui peut s'adapter après son déploiement, mais aussi à partir des données qu'il reçoit, il déduit comment générer des résultats tels que des prédictions, du contenu, des recommandations ou des décisions. Donc ça peut paraître tout bête. C'est assez large, mais c'est quand même très précis. C'est tout à fait précis parce qu'en fait, ce que je veux vous dire aussi, c'est que l'acte a commencé, les discussions sur l'acte ont commencé en avril 2021, le premier draft. Qu'est-ce qui s'est passé après ? On a eu ChatGPT, donc qui n'existait pas à l'époque-là. Donc tout a été revu et notamment la définition, c'était un grand débat. Qu'est-ce que l'IA aujourd'hui ? Et donc cet acte a été adopté uniquement en février dernier, donc on a mis 3 ans, c'est très long. Même si je sais que les processus sont assez longs à Bruxelles, mais là, c'était particulièrement long à cause de l'IA générative qui est apparue entre deux. Effectivement, ChatGPT devient public pendant ces négociations. La rapidité du développement de toutes ces technologies, elles font que notre capacité à répondre au niveau légal, elle va être mise à défi en permanence. En fait, c'est pas qu'à ce moment-là avec ChatGPT. Naïla Glaise. Tout à fait. Et c'est la difficulté d'écrire des textes aujourd'hui, mais pas que au niveau européen, je pense aussi au niveau de l'entreprise. À tous les niveaux, c'est très compliqué aujourd'hui de faire des textes législatifs sur une technologie qui évolue en permanence. La solution que le Parlement avait trouvée pour notamment le texte sur l'acte sur l'IA, c'est de mettre des annexes qui pourraient évoluer plus facilement, et notamment parce que cet acte, il présente les systèmes d'IA comme à des niveaux de risque différents, et pour définir qu'est-ce qu'une IA risquée, pas risquée, etc., ça, ils l'ont mis dans des annexes, et pour pouvoir ouvrir facilement, parce que c'est beaucoup plus simple d'ouvrir une annexe que ouvrir un acte lui-même. Laetitia Gneudo, un mot, si vous voulez, sur ces questions de définition, sur le fait de cadrer ce champ, et puis surtout, puisque vous représentez l'APEC, qui est un organisme paritaire qui s'occupe des cadres, quelle spécificité vous voyez sur justement le monde des cadres et des professions qualifiées ? En effet, la grande différence entre cette
révolution de l'IA et notamment de l'IAG et les révolutions technologiques antérieures, c'est que précédemment, ces révolutions, elles ont surtout touché finalement le secteur secondaire, ce qu'on pouvait appeler l'école bleue, et finalement avait relativement peu impacté les professions les plus qualifiées, l'école blanche. Or, avec l'IAG, l'IA générative, ChatGPT et d'autres outils de ce type, ce qu'on pressent, ce qu'on commence déjà à voir, mais surtout qu'on pressent, parce qu'on est encore au tout début de l'introduction de ces nouvelles technos dans les métiers, c'est que cette fois, ce sont notamment les professions les plus qualifiées qui vont être impactées par cette nouvelle techno. Ça, c'est vraiment quelque chose de nouveau par rapport à ce qu'on a connu précédemment. Mais on a un peu deux niveaux d'analyse qui semblent paradoxaux dans les études à l'heure actuelle. Celles qui disent effectivement que l'IA va impacter prioritairement le travail qualifié, les professions intellectuelles, et puis d'autres qui disent que ce sont les tâches les moins qualifiées qui vont être automatisées. Est-ce qu'on peut résoudre ce paradoxe en faisant l'hypothèse que les deux sont vrais en fait et que ce sont deux niveaux de zoom différents, deux niveaux de zoom distincts, c'est-à-dire les professions qualifiées et intellectuelles sont en première ligne, mais au sein de ces professions, ce sont d'abord les tâches les moins qualifiées. Exactement. Alors, je ne vais pas avoir la prétention de résoudre ce paradoxe. Je ne suis pas assez qualifiée pour ça. Mais en effet, on voit aujourd'hui une source d'information sur le sujet de l'impact de l'IA sur les métiers, sur les compétences. C'est vraiment une multitude d'informations dans tous les sens. Et vous allez en fait avoir tout et son contraire. Donc, il y a aujourd'hui vraiment des théories qui s'opposent sur l'impact de l'IA. Est-ce que ça touche en particulier les uns? Est-ce que ça touche en particulier les autres? Avec quel risque réel de disparition ou de transformation des métiers? Aujourd'hui, vraiment, on a à peu près toutes les théories qui se baladent. Et donc, vous avez tout à fait raison, Clément. Je pense qu'il ne faut pas parler de métier, il ne faut pas parler même de poste, mais plutôt parler de tâches. Et en fait, ce qu'on observe, qu'on commence à clairement voir, c'est que l'IAG, elle va en effet pouvoir réaliser des tâches administratives, intellectuelles, je ne sais pas si on peut les qualifier comme ça, qui font aujourd'hui partie d'un certain nombre de postes, et notamment des postes de cadre. Et de façon évidente, une partie plus ou moins importante de tâches dans ces métiers pourra être réalisée par l'IA. Après, la question qui se pose, c'est jusqu'à quel point on considère, il y a des études aujourd'hui qui disent que c'est qu'à partir du moment où au moins 70% des tâches d'un poste peuvent être réalisées par l'IA, qu'il y a un risque réel sur la disparition du métier. Mais sincèrement, aujourd'hui, on l'a pas encore observé à ce niveau-là. Donc des transformations, c'est sûr, des tâches qui vont disparaître, d'autres tâches qui vont apparaître, c'est sûr. Par contre, prédire aujourd'hui l'impact réel sur les métiers et les risques de disparition de métiers, c'est quand même encore très compliqué. C'est une technologie très très nouvelle, vous l'avez rappelé, novembre 2022. C'est là qu'il y a effectivement un vertige existentiel, c'est-à-dire que l'histoire depuis les origines de l'humanité du progrès technique, c'est qu'on invente des outils. Là, tout à coup, les gens se demandent si leur exclusivité à la créativité, à la prise de décision n'est pas tout simplement remise en cause. On voit évidemment que c'est plus compliqué que ça. Nathalie Greenan, l'originalité de votre travail, c'est que vous vous intéressez aux conséquences socio-économiques de la transformation technologique, c'est-à-dire que vous ne vous intéressez pas que aux performances des entreprises et aux investissements. Sur l'IA à proprement parler, vous dites que l'IA en elle-même est quelque chose de très difficile à mesurer, puisqu'on commence cette émission en parlant de définition. Vous dites que c'est très difficile à mesurer, et en fait, du coup, ça nous permet de dézoomer, de le replacer dans un temps plus long du numérique en général. Alors, moi, ce que j'essaye de développer dans mes travaux de recherche, c'est des approches évaluatives et éventuellement des approches évaluatives qui nous permettent de faire de la prospective et de faire des prédictions. Et dans les échanges qu'on vient d'avoir,
ce qu'on a bien entendu, c'est que il était difficile de poser une définition de ce que c'est une IA. Donc dès lors qu'on a du mal à poser une définition, on a du mal à mesurer et on a du mal à suivre. Et donc en général, et donc du coup, toutes les approches évaluatives de l'analyse des effets du progrès technique ont cette difficulté, parce que la statistique a tout simplement du mal à suivre quelque chose qui bouge tout le temps. La statistique, elle aime bien la stabilité. Et aujourd'hui, dans le système statistique, que ce soit au niveau national, il y avait une discussion au CNIS encore récemment là-dessus la semaine dernière ou la semaine d'avant. Il faut nous rappeler ce qu'est le CNIS. Le CNIS, c'est le Conseil national de l'information statistique, donc qui discute des programmes statistiques qui vont être mis en œuvre au niveau national. Donc que ce soit au niveau national ou au niveau international, on n'a pas à l'heure actuelle un système de mesures construit pour suivre avec efficacité les évolutions de la technologie. Donc voilà, ça va impacter tous les travaux d'évaluation. Et aujourd'hui, les fourchettes qu'on a à partir des tentatives d'enquête qu'on a faites sur l'intelligence artificielle et sur l'intelligence artificielle générative pour suivre sa diffusion, ces fourchettes sont extrêmement larges et ce sera difficile à stabiliser parce que de plus en plus, cette technologie, elle est intégrée dans des objets, alors dans nos ordinateurs, mais aussi dans des objets qu'on va manipuler. Et donc, on va utiliser de l'intelligence artificielle sans forcément le savoir. On est les Monsieur Jourdain de l'IA, c'est ça? On ne se rend pas compte qu'on utilise l'IA au quotidien, c'est ça que vous dites? Donc c'est ça qui rend la constatation complexe? Alors voilà, oui, ça va rendre la mesure difficile quand on interroge quelqu'un. Ce sera, une bonne partie des gens auront du mal à dire s'ils utilisent ou pas. Enfin, aujourd'hui, il y a déjà de l'IA, on l'a vu dans les échanges qu'on a eus, et on peut avoir du mal à dire si on l'a ou pas. Donc la réponse à la question, elle va être entachée d'erreurs en tout cas. Mathieu Trubert, on a parlé de travail qualifié ou de tâches moins qualifiées. Les qualifications, sujet central pour l'UGIC, une réaction à ce qui a été dit? Alors c'est vrai qu'on est encore dans la prospective et se dire qui va être impacté le premier et comment. Alors jusque-là, l'automatisation, c'était effectivement plutôt les tâches à faible valeur ajoutée qui étaient ciblées. Et je pense, alors c'est encore des pistes de recherche, c'est plus un questionnement qu'autre chose. Est-ce qu'on ne va pas être finalement sur un changement avec l'IA et notamment l'IA générative, où ce serait davantage, au contraire, les tâches les plus rentables, parce que les tâches à faible valeur ajoutée, en général, elles sont sur des normes de qualité qui sont assez exigeantes, des procédures assez strictes, assez carrées, alors que les tâches les plus rentables, qui vont être davantage à ce qu'on appelle la qualité floue, pourraient être ciblées parce qu'elles sont rarement normalisées, elles sont rarement mesurables, voire même pour les tâches de management, c'est assez peu souhaité en général de mesurer ça. Alors encore une fois, c'est un questionnement, mais si on prend comme illustration le sujet des métiers créatifs, par exemple, autour de l'image et du texte, tout ce qui est génération de texte, que ce soit du journalisme... Et du son. Et du son aussi, oui, je suis un gars de l'audio, tu le sais. Donc même, ne serait-ce que les sous-titres, le doublage, on est dans l'audio. Si on prend cet exemple-là, qui sont quand même les métiers qui sont aujourd'hui un petit peu sous les feux de la rampe par rapport à cette question-là, je pense que ça illustre à peu près cette approche, ce paradigme de dire que c'est davantage ce qui est le plus rentable qui serait remplacé en premier par rapport à ce qui a plus faible valeur ajoutée. On pourra essayer de faire le parallèle avec l'industrie 4.0, sachant qu'aujourd'hui, c'est difficile de se projeter parce que, heureusement ou malheureusement, il y a encore la question de la délocalisation qui est plus rentable que le fait d'équiper ces industries. Il faut nous rappeler ce que c'est que le 4.0. Oui, donc c'est le passage au cran suivant d'automatisation dans les entreprises, avec des industries qui vont de site à site se parler entre elles, énormément d'automatisation sans manipulation humaine à la clé. Tout ça, ça a été mis un peu en suspens. On a beaucoup parlé d'IoT et ça devait faire partie avec la 5G de ces technos-là. Ça a été mis un peu en pause avec le Covid et puis depuis, la délocalisation reste toujours plus rentable. Donc on en parle un peu moins. Mais il y a un parallèle intéressant à faire. Naïla Glaise, un mot pour compléter tout ce qui a été dit. Oui, en fait, c'est surtout par rapport à ce que vous venez de dire sur l'impact sur l'emploi. C'est vrai qu'on a eu plusieurs études au niveau européen qui montraient que les salariés ne savent pas vraiment
qu'est-ce qui a été impacté dans leur travail et quelles sont les tâches qui sont impactées, ou ils savent pas s'ils utilisent l'intelligence artificielle au quotidien ou pas. Et ça, c'est une très grande majorité. Et on trouve ça dans à tous les niveaux, c'est-à-dire même des cadres à qui on demande qu'est-ce que vous utilisez comme système d'intelligence artificielle au travail? On ne sait pas. Et ça, c'est à grande majorité, 70% qui répondent ça. Donc oui, c'est quasiment l'ignorance. Laetitia Gnodot, justement, ouais, vous menez des études à l'APEC là-dessus. Quels résultats vous avez de ce que vous répondent les cadres? Oui, alors peut-être partager avec vous quelques chiffres rapidement. On a interrogé depuis 2023, en mai 2023 et en novembre 2023, les cadres sur leur connaissance et leur utilisation de l'IA-G, et notamment de ChatGPT. Et on a quelques réponses intéressantes, notamment 73% des cadres disent connaître et savoir précisément de quoi il s'agit. 73%, une large majorité, on peut considérer que c'est plutôt positif comme résultat, mais finalement, si on le regarde en creux, on peut dire aussi que voilà. 27% des cadres ne savent pas de quoi il s'agit. Ce qui peut être davantage inquiétant. Et puis, parmi ceux qui savent, on a, je dirais sans surprise, une part plus importante des cadres les plus jeunes et des cadres des grandes entreprises. Et là, je vais déjà, d'ores et déjà pointer un risque potentiel d'inégalité dans l'accès ou la capacité à utiliser l'IA selon qui on est et où on travaille. Après, ce qu'on a pu voir aussi sur ces deux mesures, à 6 mois d'intervalle, c'est une évolution très forte, très rapide du niveau d'utilisation de l'IAG par les cadres. Puisque en novembre, ils étaient 52% d'entre eux à dire qu'ils avaient déjà testé l'IAG, que ce soit dans leur vie professionnelle ou dans leur vie personnelle, et c'était plus 16%. Plus 16 points par rapport à mai. Donc en 6 mois, une très forte augmentation. Et on peut imaginer que sur les derniers mois, depuis la fin d'année 2023, ça s'est encore accéléré. Et je voulais souligner, je vous passe... Non, je vous en prie, bien sûr. Voilà, encore deux points. C'est le fait que ceux qui ont déjà utilisé, et notamment ceux qui utilisent régulièrement l'IAG dans leur métier, c'est ceux qui ont une vision la plus positive de l'impact de l'IA sur leur métier, sur leur satisfaction au travail, sur leur santé au travail, et globalement sur un peu toutes les études, au-delà de celles de l'APEC que j'évoque, on voit qu'il y a quand même souvent un écart significatif entre les impacts perçus par ceux qui utilisent et les impacts pressentis, projetés par ceux qui l'utilisent pas. Donc voilà, c'était un des points que je voulais souligner qui me semble important. Et c'est important, c'est-à-dire que ces fantasmes, peut-être qui tombent quand on se met à l'utiliser réellement, on se rend compte de ses atouts, de ses limites. Ouais. Avec clairement un pourcentage très très fort, 82% parmi ceux qui l'utilisent, de cadres qui disent que clairement ça a augmenté leur productivité. Naïla Glaise, peut-être je voudrais vous entendre justement sur ce qui contient cette AI Act. Vous signez dans le numéro d'option du printemps 2024 un papier de synthèse là-dessus qui s'appelle Union européenne, droits et lacunes de l'AI Act, avec des choses très intéressantes dedans, nous dites-vous, et puis des limites quand même. Oui, alors l'acte sur l'IA, d'abord, ce que je veux vous dire, c'est que c'est un acte qui a été fait pour réglementer la circulation des produits d'intelligence artificielle. Donc à l'origine, il n'est pas destiné pour réglementer les conditions d'utilisation d'intelligence artificielle sur les lieux de travail. Ce qui est un syndrome assez européen, c'est-à-dire que les produits puissent circuler. Ouais. Exactement, c'est le marché interne libre et donc circulation libre des produits. Et c'est pour cela que l'Union européenne a commencé à discuter ça. C'était bien avant l'acte. Il y a eu le livre blanc, il y a eu les guidelines, les recommandations des experts, etc., pour après aboutir à cet acte-là. Donc, c'est vrai qu'il est assez décevant sur le côté le lieu du travail et l'utilisation de l'IA. Ce qu'il faut dire, c'est que c'est un acte qui prend une approche qui est basée sur les risques. Donc,
il définit un système d'intelligence artificielle selon le risque qu'il représente. Et il y a 4 niveaux de risque. Il y a 4 niveaux, voilà. Je vous laisse nous les développer, c'est assez important d'avoir bien les 4 peut-être. Et le premier niveau de risque, donc c'est là où il y a un risque très très élevé. Et les systèmes d'intelligence artificielle qui représentent ces risques-là sont interdits, bannis dans l'Union européenne. On n'a pas le droit de les faire circuler. Et justement, cet acte-là, j'ai dit qu'il faut 2 ans pour l'appliquer, mais sur ces systèmes d'IA qui sont à très haut risque, c'est dans 6 mois, donc c'est très très vite. Donc à partir de mars, 6 mois plus tard, il faut interdire la circulation de tous ces produits. Et par exemple, c'est quel type d'application? Donc ce sont les systèmes de catégorisation biométrique et qui utilisent des caractéristiques sensibles comme la religion, les orientations sexuelles, les politiques, etc. L'extraction non ciblée d'images faciales d'Internet ou de vidéosurveillance pour créer des bases de données de reconnaissance faciale. Et sur le travail, la reconnaissance des émotions. C'est un des éléments où, sur le lieu de travail, il est interdit d'utiliser des systèmes d'intelligence artificielle. Après, et aussi dans les établissements d'enseignement. La notation sociale qui est basée sur le comportement social aussi, ça va être des systèmes qui sont interdits et qui circulent aujourd'hui. Le deuxième niveau, c'est les systèmes d'IA qu'on considère qui sont à un risque élevé. Et là, il y a 3 situations sur le lieu de travail. Quand on utilise un système d'IA pour recruter, pour promouvoir un salarié ou pour licencier. Et dans ces 3 cas de figure, ces systèmes d'IA sont à haut risque et donc l'employeur a des exigences. Et là, c'est ce qu'on demande, notamment qu'il y ait une évaluation de ces risques-là et trouver des mesures pour les atténuer, des demandes de traçabilité, qualité des données, avoir une qualité de données assez forte quand même, c'est très exigeant là sur ce point-là. Un contrôle humain, donc ne pas laisser ces systèmes d'IA prendre des décisions tout seuls. Et il y a d'autres cas où on identifie des systèmes d'IA à haut risque, et en dehors du travail, c'est dans le secteur de la santé, de l'éducation, des services public, privé pour l'accès à des crédits, dans le transport, donc c'est des secteurs sensibles. Et ensuite, on a 2 autres catégories, donc les systèmes d'IA à risque limité, et là on a juste une petite obligation de transparence. Et enfin, les grandes majorités des systèmes d'IA, donc je dirais même 90% des systèmes qu'on utilise sont à risque minimal, et là il n'y a aucune obligation. Nathalie Grienen, puisqu'on parle d'Europe, vous comparez aussi les fonctionnements du travail dans les différents pays européens. Vous dites qu'en France, on a eu tendance, puisque vous replacez dans le temps long, à privilégier une vision qui se concentre sur les tâches. Quel impact ça a là dans ce contexte de l'apparition massive d'IA générative? Ce que je peux dire, alors c'est pas seulement vrai pour la France, hein. C'est qu'en fait on fonctionne avec un espèce de modèle de la production à partir duquel on va faire des prédictions, alors en économie, mais c'est aussi un modèle qui, je pense, existe de façon assez importante chez les ingénieurs. C'est ce que j'appelle un modèle basé sur les tâches, en fait. Donc on conçoit la production comme une série de tâches. Et en fait, la vision qu'on va avoir pour analyser les effets sur l'emploi, c'est de dire que la technologie en fait va fixer la limite entre les tâches automatisables et les tâches qui ne le seront pas. Avec l'intelligence artificielle, cette limite s'est dépassée plusieurs fois. Elle s'est déplacée une première fois d'abord vers les tâches non routinières, avec l'intelligence artificielle en général, et avec l'intelligence artificielle générative, vers les tâches cognitives non routinières. Et donc, ce modèle, il est assez simple, parce que tout est tiré par la technologie décide, en fait, et le résultat, c'est que la technologie décide des tâches qu'on va automatiser, et puis c'est le reste des tâches qui sera pour les humains. Donc ça, c'est un modèle qui est très courant. Il est courant chez les économistes. Il a été développé au début du millénaire par des économistes américains qui travaillaient d'ailleurs d'une façon avec une relativement grande proximité avec ceux qui développaient la technologie.
et c'est présent aussi chez les ingénieurs. Et un petit peu chez les politiques, c'est pour ça que je citais notre Premier ministre avec cette phrase où le sujet grammatical est l'IA et pas le gouvernement ou je ne sais pas, les travailleurs, peu importe. Oui, tout à fait. C'est une vision des choses, une vision de la façon dont la technologie est dans la production, qui est très présente, qui va être très présente dans le dernier rapport gouvernemental sur l'IA générative. Voilà. Alors, dans les travaux qu'on a développés, les travaux comparatifs qu'on a développés au niveau européen, on part d'un modèle différent. Voilà. Et effectivement, la technologie, elle est importante. Une technologie, elle est nouvelle, elle va être importante parce que elle apporte des idées nouvelles qui sont susceptibles d'augmenter notre capacité à produire et à améliorer nos conditions de subsistance. Donc la technologie, elle est intéressante pour ça, parce qu'elle est porteuse de ces idées nouvelles. Mais pour qu'il y ait véritablement une transformation avec la technologie, il ne suffit pas de mettre cette technologie dans un processus productif. Parce qu'en fait, la technologie, ce n'est pas elle qui décide tout. C'est pour ça que le modèle dont je parlais tout à l'heure, il ne fonctionne pas. Ce qui va être déterminant, c'est la façon dont on va la déployer pour générer des idées nouvelles en milieu de travail et pour produire des innovations. Si on met une IA dans un contexte productif, mais qu'on continue à travailler comme avant, on n'a pas de transformation technologique. Parce que la transformation technologique, c'est notre capacité collective à accroître notre richesse et à améliorer nos capacités de subsistance. Voilà. Donc, dans le modèle qu'on a développé, la technologie joue bien sûr un rôle, c'est important, cette technologie, parce que c'est des idées nouvelles elle porte des idées nouvelles sur lesquelles on peut prendre appui, mais il y a d'autres facteurs qui sont aussi importants. Alors, en économie de l'innovation, depuis longtemps, on sait qu'il y a la R&D, voilà, qui est un facteur important. Mais dans le travail qu'on développe, on en rajoute un troisième, et c'est un peu notre contribution, c'est ce qu'on appelle la capacité d'apprentissage. Dites-nous deux mots. Voilà, de l'organisation. Ouais. Alors, la capacité d'apprentissage de l'organisation, ça va être une capacité collective à apprendre dans le déploiement des nouveaux outils qui sont à notre disponibilité. Et cette capacité d'apprentissage, elle est liée à un certain nombre de pratiques organisationnelles qui vont être mises en œuvre dans l'entreprise. Et ça, c'est fondamental. Ça va être ces enjeux d'organisation, en fait, qui sont donc des enjeux décidés par l'ensemble des acteurs de l'organisation, qui vont être déterminants dans cette capacité à mobiliser la technologie pour innover et pour produire des éléments qui vont répondre aux questions nouvelles auxquelles on doit répondre dans l'état de l'économie et de la société dans laquelle on est aujourd'hui, avec des enjeux majeurs sur qu'est-ce qu'on souhaite comme développement humain, avec des enjeux majeurs sur comment on arrive à respecter les limites planétaires. C'est toutes ces questions-là qu'il va falloir qu'on arrive à résoudre en mobilisant cette technologie collectivement. Donc cette capacité d'apprentissage, encore une fois, qu'on arrive à mesurer dans le travail qu'on a fait dans le cadre d'un projet européen, ce qu'on observe, c'est que sur les 20 dernières années, elle stagne. Donc les entreprises n'investissent pas dans cette capacité d'apprentissage. Donc c'est important d'investir dans la technologie et de mettre des moyens dessus, probablement parce qu'il y a une compétition internationale et où il faut quand même aussi tirer son épingle du jeu au niveau des pays. Mais le message qu'on apporte dans ce projet européen aussi aux acteurs européens, c'est qu'il est fondamental en même temps de développer la capacité d'apprentissage des organisations. Et si aujourd'hui, la promesse de la révolution technologique basée sur les technologies de l'information et de la communication, donc le numérique, le digital, maintenant l'intelligence artificielle, n'a pas encore porté ses fruits au niveau collectif, c'est probablement parce qu'on n'a pas suffisamment investi. Voilà, on est resté dans une vision technodéterministe en se disant on met la technologie et c'est magique, c'est la baguette magique, voilà. Mais en fait non.
la technologie, c'est une des clés du problème, mais ça ne suffit pas. Il faut, au moment où on la déploie en milieu de travail, au moment où on la conçoit aussi, pour les ingénieurs, mais également au moment où on la déploie en milieu de travail, réfléchir collectivement à qu'est-ce qu'on en fait, expérimenter collectivement à en quoi ça nous permet de produire mieux, de répondre aux problèmes qu'on rencontre, aux nouveaux problèmes qu'on doit résoudre, etc., etc. Laetitia Gnodot, je vous laisse réagir. Ce que nous décrit Nathalie Greenan, c'est une forme de taylorisation du travail des cadres. Ça rejoint ce qu'on a pu appeler le lean management il y a quelques décennies, c'est-à-dire la chasse à tous les temps morts, la décomposition en tâches, etc. Une réaction à ce qui a été dit? Oui, ou c'est aussi une façon d'aller élargir le scope de son activité, d'aller renforcer la qualité de service. On peut le voir aussi de façon différente. Mais je voulais revenir sur l'idée de la capacité d'apprentissage de l'organisation, tout à fait en phase. Et cette capacité d'apprentissage de l'organisation, elle relève bien aussi de la capacité d'apprentissage des personnes qui constituent l'organisation. Et là, en effet, je pense que les entreprises, elles ont une responsabilité importante au moment où on se parle de permettre à leurs salariés, à leurs collaborateurs, de s'emparer de ce sujet. Aujourd'hui, on a d'un côté des dirigeants qui sont persuadés que ça va révolutionner les métiers, l'activité, et en même temps, on a des collaborateurs qui nous disent « mais moi, mon entreprise, elle m'en parle pas, elle me forme pas ». Donc là, déjà, on voit qu'il y a quelque chose. Par exemple, on a 68% des personnes qui utilisent l'IAG dans leur travail qui ne le disent pas à leur hiérarchie de peur de réactions diverses et variées. On a, juste pour vous citer quelques trucs, on a 40% des entreprises qui n'ont jamais pris la parole auprès de leurs collaborateurs sur ce sujet. Et il y a encore des entreprises aujourd'hui qui interdisent l'utilisation de l'IAG au quotidien dans l'entreprise. Sauf que c'est un accès public aujourd'hui, donc c'est complètement utopique. Et donc je pense qu'il y a vraiment une responsabilité forte. Alors qui peut prendre des formes diverses et variées pour que on permette à chacun de tester, d'aller voir, de creuser et en effet de développer sa capacité d'apprentissage et de participer à l'évolution globale de l'organisation. Donc des guides d'utilisation, l'accès officiel aux outils de type ChatGPT ou autres, des formations, des sensibilisations, des formations. Il y a maintenant pas mal d'entreprises qui s'y mettent, mais je pense que voilà, c'est vraiment très important d'offrir cette possibilité d'apprendre. Naëla Glaise. Oui, juste une petite réaction pour lier ce sujet à l'acte sur l'intelligence artificielle, qui est aussi notre référence aujourd'hui. Et là où il est décevant cet acte-là, c'est que quand il s'agit d'identifier le risque d'une application ou d'un système d'IA, c'est le concepteur qui doit le faire et non pas l'utilisateur. C'est-à-dire que si mon employeur il achète une application pour recruter des salariés et qu'il l'utilise, ce n'est pas à lui d'évaluer les risques de cette application, mais c'est au concepteur de dire voilà, mon application elle est à ROX. Et donc ce qui veut dire que ça empêche tout débat dans l'entreprise, ça empêche que l'employeur vraiment soit conscient des risques de ces systèmes-là et se défausse de sa responsabilité. Donc aujourd'hui, il y a plein de systèmes d'intelligence artificielle qui sont utilisés. Je ne sais pas si vous connaissez par exemple Retorio. Retorio, c'est un logiciel qui utilise le comportement des personnes dans les interviews vidéo pour pouvoir leur donner un score. Sauf que même s'il y a une intervention humaine, ce logiciel, il tourne sur l'ordi pendant qu'il y a une interview en ligne et en vidéo. Et donc, qu'est-ce qu'il fait ce logiciel, par exemple? On a remarqué que on l'a testé, on a dit, on va prendre l'acte sur l'IA, on va dire comment ce logiciel va être demain avec cet acte-là. Et donc, on a remarqué que, par exemple, si vous portez un signe religieux, vous n'êtes pas recruté systématiquement. Si par exemple dans le fond d'écran c'est un peu encombré, là vous avez une mauvaise note. Par contre, si vous avez une bibliothèque, alors là vous avez une très bonne note. Si vous portez des lunettes, vous n'êtes pas recruté. C'est terrible. Puis derrière moi il y a un kakémono où il y a écrit CGT aussi, donc je ne sais pas si c'est vachement. Je suis pas sûre que ça passe. Ça dépendra de ton employeur. Et donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il dit l'acte sur ça? Donc, si on prend cette application-là, qui est banale, que tout le monde utilise, il dit qu'il faut s'assurer de la qualité des données, parce que forcément, ce sont les données qui ont biaisé en fait le résultat. Faire une évaluation des risques, etc., être transparent, traçabilité. Mais qui va faire ça?
Ce n'est pas l'employeur. Eh ben, c'est celui qui l'a conçu. Il est où? Il est aux États-Unis, il est en Chine, il est en Inde, on ne sait pas. Donc, d'où la difficulté quand même de s'assurer que ces risques sont pris en compte. Mathieu Trubert. Ce qui est très intéressant, c'est que là, on touche du doigt tout un tas de concepts qui sont des basiques et des fondamentaux de tout sujet de transfo numérique qui précède l'IA, et on pourrait même aller jusqu'à l'automatisation qui précède le numérique. Et donc, on va revenir à des choses qu'on connaît très bien, questionner la finalité ou les finalités, questionner l'accompagnement du changement, le modus operandi, pourquoi on fait ça, à quoi ça répond, comment on va le faire. Et tous ces sujets-là, aujourd'hui, malheureusement, dans l'état actuel du processus d'information-consultation en entreprise ou dans les services publics, on est face à une impasse parce qu'on est sur un modèle qui est purement statique et a priori, alors qu'aujourd'hui, on a des déploiements de briques technologiques d'IA et notamment d'IA générative qui sont récurrentes, presque récursives. Et aujourd'hui, le modèle d'InfoConsult ne permet pas d'y revenir et d'examiner ce qui est typiquement la méthodologie de l'accord cadre européen de juin 2020, de prendre le temps de questionner au départ, mais aussi de prendre le temps de suivre et de questionner en cours de route. Est-ce que finalement on s'est trompé? Est-ce qu'on a eu une fausse bonne idée, etc. Et on touche aussi à la question de presque d'une forme de souveraineté numérique, qu'elle soit des nations ou qu'elle soit des entreprises. Là, on va se heurter encore plus à la problématique qu'on a une concentration dans des intérêts privés et souvent extraterritoriaux par rapport à notre gouvernance juridique en France ou en Europe. Et voilà, je citerai Karen Crawford qui disait que l'IA n'est ni intelligente ni artificielle, c'est une ingénierie du pouvoir. Et là, il y a un vrai danger sur la concentration dans une poignée d'intérêts privés du fait des ressources nécessaires pour la R&D, l'exploitation à grande échelle. Et ça, aujourd'hui, il faut absolument qu'au niveau national et au niveau européen, ça soit un vrai sujet. Naïla Glaise, vous nous disiez que le travail n'était pas suffisamment pris en compte par cet AI Act. Je vous laisse développer parce que il se trouve qu'il y a un précédent important qui a été créé au niveau européen, qui est la directive sur les travailleurs de plateforme. Et ça, vous, à Eurocadre, vous voulez vous en servir pour appuyer la revendication d'une directive sur l'utilisation des algorithmes au travail. Tout à fait. Donc, comme je l'ai dit, donc l'acte sur l'IA, il est vraiment basé sur les produits et non pas sur le travail. Et donc, c'est pour cela qu'il y a une forte demande d'Eurocadre, mais aussi de la Confédération européenne des syndicats pour une directive européenne sur l'utilisation des algorithmes au travail, où il faut absolument évaluer les risques de chaque système d'intelligence artificielle quand il est utilisé au travail, où il faut de nouveaux droits aux IRP, surtout des droits d'expertise. Il faut aussi plus de transparence, d'explicabilité, une formation forcément pour les IRP, mais aussi pour les salariés, donc obligation de formation. Il faut plus des moyens pour les inspecteurs du travail, qui sont aussi des personnes qui sont concernées par beaucoup de législations européennes aujourd'hui. On donne toutes les responsabilités aux inspecteurs du travail et en même temps, il y a évidemment le plan de précarité pour réduire dans la fonction publique. Donc, je ne sais pas comment ils vont faire leur travail. Et donc, la négociation collective, forcément, ouvrir la négociation avec les syndicats, mais les discussions aussi au niveau du travail. Et, comme vous le dites, Clément, la directive européenne sur les travailleurs des plateformes, elle a un gros chapitre sur les algorithmes et ça, c'est vraiment une première. C'est une bonne surprise qu'on a eue. C'est que cette directive exige beaucoup plus de transparence des plateformes et interdit l'utilisation des données des travailleurs des plateformes, demande plus d'explicabilité en langage clair de l'impact de l'algorithme et du travail. Et pour la première fois dans un texte européen, on voit le mot risques psychosociaux. C'était la grande surprise. Justement, cette directive, elle dit qu'il faut évaluer les risques des systèmes d'IA, dont les risques psychosociaux. Et ça, c'est capital vraiment... parce que pour les travailleurs de plateforme, les algorithmes sont prescriptifs. C'est eux qui prennent les décisions. Tout à fait. Est-ce que tu as ta course? Est-ce que tu as ta livraison? C'est l'algorithme qui décide. Exactement. Et c'est l'algorithme qui décide si demain tu as du travail ou pas. Et c'est ça le problème. Imaginez l'anxiété d'un travailleur qui est noté par un algorithme qui décide si demain il peut travailler ou pas, si demain il peut gagner de l'argent ou pas. Et donc ça crée une anxiété énorme. Et forcément, ce sont des facteurs de risque qu'on n'avait pas dans les anciennes organisations du travail et qui émergent aujourd'hui avec ces nouvelles organisations. Et donc, nous aimerions bien s'inspirer aussi de ce qu'il y a dans cette directive pour généraliser sur tous les lieux de travail.
Nathalie Greenan, on peut vous lire également dans ce numéro d'option du printemps, de ce printemps, transformation technologique, le besoin d'espace délibératif, c'est un entretien avec Christine Lab. Finalement, c'est vraiment une question de changer les processus de travail collectivement, quoi. Oui, je pense qu'il est, il est grand temps d'ouvrir ces espaces délibératifs. Il est grand temps d'expérimenter autour des usages de ces technologies pour les déployer. Et il est aussi grand temps, en France, de réfléchir à comment arriver à développer ces capacités d'apprentissage. Alors, on insiste dans notre approche sur le fait que c'est une caractéristique de l'organisation. Bien sûr, ça va dépendre du niveau d'éducation, de la main-d'œuvre, enfin de caractéristiques de la main-d'œuvre. Mais il ne suffit pas d'équiper la main-d'œuvre avec des formations complémentaires pour développer cette capacité d'apprentissage. On a aujourd'hui une main-d'œuvre de jeunes ingénieurs qui arrivent sur le marché du travail formés et qui, après leur premier stage en entreprise, décident de bifurquer parce qu'ils disent on ne peut pas travailler dans des contextes où finalement notre propre travail est totalement parcellisé, où la décision reste beaucoup trop loin des besoins du travail, des besoins des activités productives. Voilà, et on peut aller encore plus loin, en dire cette décision, elle reste aussi trop loin des besoins du vivant. Donc on prend les mauvaises décisions, et donc ils préfèrent aller vers d'autres formes d'organisation où ils pourront exercer leur créativité, leur réflexion, penser aux solutions nouvelles, etc. Donc il y a un enjeu vraiment important globalement, mais pour les entreprises, à s'interroger sur ces formes d'organisation du travail et à avancer vers le développement de cette capacité d'apprentissage. Laetitia Agnodo. Oui, peut-être je voulais évoquer deux petits points rapidement. Se poser la question, c'est plus des questions que des affirmations, se poser la question de si en effet l'IA et l'IAG permettent des gains de productivité, comment est-ce qu'on peut imaginer la réallocation de ces gains de productivité? Ça, je trouve que c'est une question très importante. Donc, quel sera le niveau de ces gains? On dit 14, enfin, selon les études, il y a des choses très diverses. Et il n'y a pas du tout de consensus. Ouais. Il n'y a pas de consensus, et puis ça va encore évoluer. Pas être le cas du tout, même. Ça va encore évoluer, mais s'il y a gain de productivité, qu'est-ce qu'on en fait? Si je fais demain en 1 heure ce que je faisais avant en 2 heures, est-ce que ça veut dire que je vais produire 2 fois plus? Et donc on va augmenter la production en conséquence. Est-ce que je vais réutiliser tout ou partie de ce temps dégagé pour autre chose, pour du temps libre, pour un meilleur équilibre de vie? Est-ce que je vais le réutiliser pour améliorer la qualité du service que j'offre à mon client? Est-ce que je vais l'utiliser pour élargir mon champ d'action, de compétences? Donc ça, c'est vraiment une question qui me semble très intéressante. Et puis, juste la dernière question que je voulais évoquer, c'est, vous l'avez cité très rapidement tout à l'heure, c'est l'impact de l'IA et du numérique en général sur l'écologie. Sur l'environnement, puisque l'impact, on le sait, il est assez colossal. Alors, oui, on parle de dématérialisation, c'est faux. Exactement. C'est une numérisation, il n'y a pas de dématérialisation. Donc, en termes de consommation d'électricité, en termes de consommation d'eau, c'est absolument colossal. Donc, comment on prend aussi en compte cette dimension écologique dans le développement de ces technologies? Même si, à nouveau, il y a des théories qui disent que c'est aussi l'IA qui nous permettra d'apporter des solutions, des réponses aux problèmes qu'on rencontre aujourd'hui sur le changement climatique. Donc voilà, à nouveau, des questions ouvertes. Naïla Glaise, sur voilà, ces questions de productivité, de pratique aussi tout simplement du travail, si dans une journée de cadre, mais pas que, mais si dans une journée de cadre, tous les moments un peu moins intenses sont automatisés par une IA, on se retrouve à travailler 8 à 10 heures par jour en surchauffe. Tout à fait. Alors, parce que justement, il n'y a pas que les gains de productivité, il y a toute notre journée du travail qui a complètement changé, parce qu'on a dit tout à l'heure, depuis le début, on parle des tâches qui sont prises de notre métier pour être faites par un système d'intelligence artificielle ou un système d'automatisation tout court. Et bien, qu'est-ce qu'il nous reste? Non, il nous reste des tâches hyper lourdes à faire.
Et imaginez-vous la journée de travail de demain où on n'a que des tâches très difficiles, où notre cerveau il est en surchauffe du matin au soir. Parce qu'aujourd'hui, comment on organise notre journée ? On travaille le matin, on est là, on fait des choses qui demandent de la concentration. Après, on lève un peu le pied, on fait des choses du reporting qui peut être fait automatiquement aujourd'hui. Mais si demain, je dois faire toute ma journée de 9h à 18h en surchauffe pendant 5 jours, c'est quasiment impossible. Donc, qu'est-ce qu'on va faire du temps ? Pour moi, la réponse, elle est évidente. La réduction du temps de travail, elle est évidente parce que tout simplement, on ne va pas pouvoir tenir le choc. Mathieu Trubert. On se rappellera qu'il n'y a pas de déterminisme technologique, que ça ne sera pas la faute de l'IA générative si on en fait n'importe quoi, n'importe comment. Mais on a l'occasion là de re-questionner les organisations du travail et de voir sur quelle route on veut aller. Est-ce que ce sera un gadget potentiellement génial, potentiellement inutile, utilisé ou pas en cachette ou pas ? Est-ce que ça sera quelque chose qui va vraiment s'interfacer avec l'organisation du travail, mais en gardant le principe de l'humain en contrôle ? Ou est-ce que c'est quelque chose qui va vraiment prendre la main et devenir prescriptif ? Auquel cas, on va toucher à des fondamentaux, les exigences, l'autonomie, le sens du travail, la reconnaissance du travail. Et puis effectivement, on ne va pas oublier la question de l'environnement parce que depuis 1956, l'IA a connu des booms, a connu des hivers, en général dictés par des logiques de marché. On n'est pas à l'abri que ça soit juste un énième buzz comme on a eu la blockchain, le métavers, etc. Et puis alors qu'on va produire du matériel justement parce qu'il y a des composants précis utiles pour l'IA sur des matériels qui amèneraient à remplacer des matériels pourtant fonctionnels, il y a un vrai impact environnemental derrière. C'est de ces questions effectivement collectives dont on parlera dans la deuxième table ronde. Merci beaucoup à vous quatre, Mathieu Trubert de Logik CGT, Naïla Glaise d'Eurocadre, Laetitia Agnodo de l'APEC et Nathalie Greenan du CNAM d'avoir été des nôtres. Merci à vous dans le public et à vous qui nous écoutez en podcast. Vous retrouvez cette table ronde et de nombreuses autres gratuitement sur toutes les plateformes d'écoute. Et nous, on se retrouve au deuxième épisode pour voir en quoi l'IA et où sera un objet syndical. Salut!